Il dit, bien que les signataires partagent un engagement envers la démocratie, ils ne sont pas tous d'accord sur les idéologies et les méthodes utilisées. Bon, je voudrais commenter ce paragraphe du PDCI. En effet, on n'a pas dit que les 11 partis qui se sont rassemblés le 9 août avaient la même idéologie. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut se demander, mais quelle est l'idéologie du PDCI-RDA sous Tidiane Thiam? En tant que connaisseur de l'histoire des idées et des idéologies ivoiriennes, je voudrais rappeler les étapes de la construction idéologique du PDCI. Je pense même qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs, militantes et militants du PDCI, qui ne connaissent pas l'histoire idéologique du PDCI. Je vais la rappeler en raccourci. Le PDCI, à l'origine, qui a été créé en 1946, est un parti qui est l'émanation du syndicat agricole africain. C'est-à-dire qu'à l'origine, le PDCI-RDA que vous voyez est un parti de la gauche. Et même, c'est un parti d'extrême gauche. Dans les années 50, les premières années d'existence du PDCI, à l'intérieur de l'appareil colonial français, le PDCI était affilié auprès du Parti communiste français. Le président Félix Houphouët-Boigny, au Parti communiste, à l'Assemblée nationale française, appartenait à l'extrême gauche, à la gauche radicale. Et il menait une lutte d'émancipation des travailleurs africains de Côte d'Ivoire. Et il était soutenu en cela par les Français communistes de Côte d'Ivoire, comme Gabriel Daboussi. Le PDCI que vous voyez est à l'origine un parti issu du syndicalisme agricole ivoirien, et sa première idéologie qu'il ait assumée était une idéologie d'extrême gauche. Lorsque Houphouët-Boigny se rend compte que les colons français ont décidé d'assassiner tous les dirigeants qui veulent l'indépendance totale de l'Afrique, et qu'ils ont décidé d'éliminer tous les mouvements authentiquement indépendantistes en Afrique, Houphouët-Boigny prit de peur parce qu'il échappe à plusieurs tentatives d'assassinat par l'armée coloniale française. Houphouët-Boigny, pris de peur, va négocier l'indépendance sous haute surveillance de la Côte d'Ivoire avec la France. Il va donc basculer, il va se désapparenter au Parti communiste français de Maurice Thorez et il va rejoindre le bloc gaulliste. Houphouët-Boigny devient donc l'élève de Gaulle et de Foccart. À partir du moment où Houphouët-Boigny devient l'élève de Gaulle et de Foccart, il bascule donc dans la droite française, après avoir été dans la gauche française. Vous comprenez? Ancien parti de gauche, devenu parti de droite. Et donc, de 1960, pratiquement à 1993, le PDCI-RDA est un parti d'origine socialiste, un parti même d'origine marxiste et communiste, mais qui, précisément à cause de la soumission de son leader au néocolonialisme français, est devenu un parti gaulliste, conservant une certaine dimension sociale, parce que le président Houphouët-Boigny n'a jamais oublié cette dimension sociale dont il venait. En tant que syndicaliste agricole, en tant que médecin, il va conserver au PDCI une très grande sensibilité. Et voilà pourquoi il va faire de la Côte d'Ivoire une nation de grande intégration africaine, conservant ce côté socialiste, solidariste, communautariste africain qu'il avait à l'origine. Mais de l'autre côté, il va se soumettre à De Gaulle, il va se soumettre à Foccart, et devenir l'un des pions essentiels du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. C'est ce parti-là que le président Henri Konan Bédié récupère à la mort du président Houphouët-Boigny en 1993. Ce n'est plus un parti socialiste, c'est plus un parti de gauche, c'est un parti de droite libérale, républicaine, centriste, relativement patriotique et nationaliste. Qu'est-ce que le président Bédié va faire de cela? Piégé par Ouattara qui a créé la carte de séjour en 1991 pour pousser les Ivoiriens du Nord à se sentir exclus parce qu'on les confond avec les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, etc. Le président Bédié tombe dans le piège de l'ivoirité que Ouattara lui a tendu. Et Ouattara se présente comme victime de l'exclusion. Voilà comment il va provoquer un schisme dans le PDCI-RDA et créer le RDR. Alassane Dramane Ouattara, que vous voyez, va pousser le président Bédié dans la première grande erreur de sa carrière politique, c'est celle d'assumer un micro-nationalisme ivoirien qui a pu apparaître à un moment donné comme une xénophobie anti-africaine, alors que le PDCI appartenait au Rassemblement démocratique africain, c'est-à-dire à la grande force de libération de la gauche africaine contre le colonialisme français. On va se retrouver avec un PDCI qui a presque, dans les années 94 à 99, oublié son côté RDA pour tomber dans le piège que Ouattara lui a tendu. C'est le même piège qui va tendre à Laurent Gbagbo.
et essayait de faire du Front populaire ivoirien un front patriotique, un front nationaliste ivoirien, alors que le programme de 1988 du FPI, du Front populaire ivoirien, c'était de créer une nation démocratique socialiste africaine. À la fin des années 80, le président Gbagbo et ses camarades savaient déjà qu'on ne pouvait réussir à bâtir la Côte d'Ivoire que comme une nation d'intégration africaine. Et leur programme de 88 le disait. Mais le piège de la carte de séjour créée par Ouattara va enfermer les présidents Bédié, Gbagbo, Gueye Robert dans le coin de la xénophobie. C'est comme ça que Ouattara va les piéger. Et lui qui vient du Burkina Faso se fabriquer un bétail électoral en Côte d'Ivoire par plusieurs manœuvres criminelles. Je suis en train de vous expliquer. Alors, le président Bédié récupère le PDCIRDA, qui est devenu entre-temps un parti de droite gaulliste, appartenant en quelque sorte à l'influence de la France-Afrique. Mais le président Bédié avait une qualité, c'est que c'était un planteur, un patriote ivoirien. Il aimait son peuple. Il vivait au cœur de son peuple. L'endroit où il a passé le plus longtemps de sa vie, c'est son village, Daoukro. Et c'est là-bas qu'il est enterré. C'était un amoureux de la terre africaine. On peut critiquer le fait qu'il descendait de la bourgeoisie politique ivoirienne, qu'il descendait de cette bourgeoisie qui avait grandi sous l'aile du néocolonialisme français, mais le président Bédié était un amoureux de sa terre. Et c'est par ce côté que le président Bédié va mener le dernier grand combat de sa vie contre Alassane Ouattara. C'est lui qui, en tant que doyen de l'opposition ivoirienne, va mener la résistance et la tentative de mettre en place le CNT. La tentative de mettre en place le CNT. Le Conseil national de transition. Mais c'est le président Bédié qui... C'est le président Bédié qui va chapeauter cette tentative. Quand le PDCI dit que bien que les signataires partagent un engagement envers la démocratie, ils ne sont pas tous d'accord sur les idéologies et les méthodes utilisées. Bon, c'est une manière de viser GPS. Il prétend que GPS est donc pour lui un parti de putschistes. Mais écoutez, le président Bédié était à la tête de la coalition de l'opposition pour exiger la mise en place d'un conseil national de transition. Et la méthode qui a été utilisée pour résister contre Ouattara en 2020, c'était la désobéissance civile. Génération Un Peuple Solidaire a été créée en 2019. Tidiane Thiam et le PDCI peuvent-ils donner les preuves qu'en dehors de la désobéissance civile, en 2019, à laquelle Génération Un Peuple Solidaire, en 2020, à laquelle Génération Un Peuple Solidaire a participé et a demandé au peuple ivoirien d'agir, quel est le coup d'État qu'Alassane Dramane Ouattara a pu attribuer à notre mouvement depuis qu'il existe? Il a été créé le 26 juillet 2019. Quel coup d'État GPS a perpétré en Côte d'Ivoire? Pour qu'aujourd'hui, M. Tidiane Thiam vienne nous dire, avec le PDCI, bourgeois, néo-bourgeois, soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental, comme le régime d'Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il vienne nous dire que les méthodes, les idéologies ne sont pas les mêmes. N'est-ce pas le président Bédié qui était à la tête de la lutte pour le CNT? Est-ce que le président Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire? Il a appuyé la lutte du peuple ivoirien pour tenter de se libérer d'Alassane Dramane Ouattara. Et cette lutte était coordonnée par le leader du PDCI. Est-ce que M. Tidiane Thiam peut relire les mots utilisés par le président Bédié pour parler de Guillaume Soro? Quand il a accueilli Guillaume Soro en 2019 à Daoukro et qu'il l'a présenté à toute sa famille et à son parti, quels sont les mots que le président Bédié a utilisés pour qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam essaye de présenter Guillaume Soro comme l'ennemi de la nation ivoirienne, avec lequel nul ne doit être associé. Ok, Guillaume Soro, en 2002, a été le commandant opérationnel du coup d'État qui avait pour but de ramener Alassane Dramane Ouattara au cœur du jeu politique. Il l'a reconnu, et il a présenté plusieurs fois ses excuses au peuple ivoirien, et il s'en mord les doigts jusqu'aujourd'hui. Mais Alassane Ouattara, lui, il a fait combien de coups d'État? Combien de coups d'État Alassane Ouattara a-t-il fait? 1993, il a voulu violer l'article 11 de la Constitution. 1995, il a voulu profiter du boycott actif pour renverser le président Bédié. 1999, c'est lui qui a fait le coup d'État. Il a annoncé qu'il allait le faire, il l'a fait. Ce sont ses partisans qui ont renversé le président Bédié le 24 décembre.
Guillaume Soro n'était pas impliqué dans le coup d'État de 99, qui a renversé le PDCI. En 2000, le complot du cheval blanc, c'est Alassane Ouattara qui essaye d'assassiner le général Gueye à travers ses partisans dans l'armée. En octobre 2000, quand Laurent Gbagbo bat le général Gueye, Alassane Ouattara essaye d'utiliser la rue pour renverser Laurent Gbagbo et prendre le pouvoir par la rue. C'est une tentative de coup d'État. En janvier 2001, Alassane Ouattara lance le complot de la Mercedes noire. Ses partisans essayent de renverser Laurent Gbagbo. Ça fait combien de coups d'État? En 2002, le coup d'État, c'était pour lui. En 2010, il refuse de respecter la première décision de la Cour suprême, qui le donnait perdant. Il engage la résistance militaire, il est soutenu par la France et l'ONU pour prendre le pouvoir par les armes. Mais Alassane Dramane Ouattara n'est-il pas, quelle que soit la manière de prendre les choses, celui qui a le plus usé de violence? En 2020, n'a-t-il pas décapité des Ivoiriens, massacré plus de 200 Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire pour confisquer le pouvoir après avoir violé les articles 55 et 183 de la Constitution? Mais comment Tidiane Thiam peut laisser le monstre qu'est Alassane Dramane Ouattara et se défouler sur Guillaume Kibafori Soro qui est en exil depuis 5 ans et dont 2 camarades viennent d'être jetés en prison en raison de leur solidarité avec l'opposition? Comment est-ce possible? Quelle est la méthode que Génération et Peuple Solidaire a utilisée et qui est différente de celle que le PDCI, qui était engagé dans le boycott actif de l'élection de 2020, a utilisée? En quoi sommes-nous différents dans cette lutte contre la dictature de Ouattara? Est-ce que le président Bédié vivant, un tel communiqué pouvait être écrit par le PDCI contre le GPS? Vous le savez très bien, non. Donc en fait, on peut se poser, mais quelle est l'idéologie du PDCI aujourd'hui? Avec Tidiane Thiam, en quoi Tidiane Thiam est-il idéologiquement différent d'Alassane Dramane Ouattara? Tidiane Thiam est une photocopie, dans une très large mesure, d'Alassane Dramane Ouattara. Sa manière de prendre le PDCI nous rappelle la méthode de Ouattara. C'est comme ça que Ouattara voulait prendre le PDCI. On est absent pendant plus de 20 ans de l'action politique, de l'activité politique, de la lutte politique dans le pays. On arrive comme un cheveu dans la soupe, on entre, on suborne le maximum de cadres stratégiques d'un parti et on le prend à la USAP. Ce sont les méthodes de Ouattara. Dans sa manière même de prendre le PDCI. À la suite de la mort du président Bédié, on reconnaît les stratégies d'OPA d'Alassane Ouattara. De deux, en quoi Tidiane Thiam est-il donc si différent de Ouattara? Dramane. Mais ils ont les mêmes maîtres. Tidiane Thiam est un membre de l'oligarchie financière occidentale, dont Alassane Ouattara se revendique comme un fier fleuron. Ouattara tous les jours. Oh, j'ai travaillé à la Banque mondiale et au FMI, j'ai géré plus de 200 pays. Tidiane Thiam. Oh, j'ai réussi au Crédit Suisse. Je suis un polytechnicien de Paris, etc., etc. On me connaît, tout le monde me connaît, tel me connaît. Ils ont les mêmes références. C'est l'oligarchie financière occidentale qui est leur source. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit que la Côte d'Ivoire a besoin d'un président de la République, pas d'un banquier. Il s'adressait aux deux. Parce que ce sont des jumeaux de ce point de vue. Ils sont tous issus du système ultralibéral, du système du capitalisme hégémonique occidental. Et ils croient en toutes ces solutions qui sont fabriquées au FMI, à la Banque mondiale, au Club de Paris. Ils croient à ce surendettement soporifique. Ils croient à ce soi-disant investissement des oligarchies financières occidentales pour le développement de l'Afrique. Ils appartiennent à la nébuleuse ultralibérale occidentale et pro-occidentale, à la nébuleuse ultralibérale de la France-Afrique, à la nébuleuse ultralibérale des clubs de Paris, de Londres et consorts. Ce sont les mêmes serviteurs de l'oligarchie financière occidentale qui sont combattus partout, où des peuples revendiquent leur souveraineté. Ils sont les serviteurs du capital. Tidiane Thiam est un ultralibéral, c'est un néolibéral, c'est un ultracapitaliste comme Ouattara. Il appartient à cette secte-là de gens qui pensent que l'argent doit travailler, mais pas les gens. L'argent travaille, mais les gens ne travaillent pas. Donc, idéologiquement, en effet, il n'y a aucune proximité idéologique entre le PDCI et RDA version Tidiane Thiam, qui est en réalité une oligarchie mondialiste, soumise à Washington, à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Genève, soumise à l'oligarchie financière occidentale. Il n'y a aucune photocopie possible entre l'idéologie du groupuscule qui a pris le PDCI maintenant en otage
Génération et Peuple Solidaire, qui est un mouvement de la gauche anticolonialiste, anti-impérialiste, la gauche souverainiste africaine de Côte d'Ivoire. En effet, qui leur a dit que nous, on voulait avoir la même idéologie qu'eux? Le PDCI de Tidjane Thiam ne peut pas avoir la même idéologie que GPS. Et ce n'était pas ça le but de cette rencontre du 9 août 2024. Ce n'était pas une rencontre pour que tout le monde ait la même idéologie. Par ailleurs, il va dire quelque chose de plus après. En signant la dite déclaration, le PDCI respecte les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur. Mais le PDCI ose invoquer la Constitution. Mais est-ce que Ouattara respecte la Constitution? Ouattara a-t-il été constitutionnellement élu? L'article 55, l'article 183 de la Constitution ne disait-il pas que nul n'a droit à plus de 2 mandats? Le PDCI ose parler de la Constitution alors que Ouattara lui-même ne la respecte pas. Alassane Dramane Ouattara ne respecte pas la loi, même quand la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lui a enjoint, courant 2020, de mettre fin à ses poursuites contre les présidents Gbagbo Laurent et Guillaume Soro. Ouattara a fait fi de la hiérarchie des normes juridiques du droit international pour maintenir l'exclusion du président Gbagbo et du président Guillaume Soro du processus électoral. Ce qui a amené le courageux et digne président Aimé-Henri Konan Bédié à refuser de participer à cette mascarade. Si c'était Tidjane Thiam qui était là, il aurait participé à la mascarade pour se partager le pouvoir avec Ouattara. Parce qu'ils sont du même bord. Ce sont les mêmes banquiers, washingtoniens, genevois, parisiens, bruxellois, les mêmes banquiers là, soumis à l'oligarchie financière occidentale qui veut maintenir le monde sous sa coupe réglée. Ce sont les mêmes. De quelle constitution il nous parle? Alassane Ouattara respecte-t-il la constitution? D'abord, est-ce qu'Alassane Ouattara est au clair avec son acte de naissance? Vous savez où il est né, officiellement? Il a fini avec ça. Un ancien ambassadeur qu'il a vu comme étudiant à Washington rappelle que quand il est arrivé à Washington, il n'était que voltaïque. On lui a même donné 400 $ parce qu'il n'avait pas d'argent. Le Burkina lui a payé la bourse. Et quand il est arrivé, on lui a donné 400 $ comme étudiant voltaïque. Cet individu-là, est-ce qu'il a fini même de rendre à la Côte d'Ivoire le respect qu'il lui doit, avec tous les mensonges qu'il a racontés pour s'incruster dans cette nation? Alors, le PDCI condamne fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accès au pouvoir. Alassane Ouattara n'a pas accédé au pouvoir par la violence. Il y a une violence révolutionnaire. Quand le PDCI combattait le colonialisme dans les années 40, 50, mais il utilisait la grève, il utilisait la révolte, il utilisait l'insurrection. Le PDCI a utilisé les méthodes révolutionnaires dans les années 40. Dans les années 50, le PDCI est un ancien parti de gauche radicale. Le PDCI n'a jamais utilisé la violence. Tidjane Thiam a étudié l'histoire du PDCI qui a jeté plusieurs opposants en prison dans les années 60. Est-ce que vous avez lu le livre de Samba Diarra? Est-ce que vous avez lu l'histoire des prisonniers d'Assabou? C'est pas le PDCI qui a emprisonné les gens, c'était pas de la violence. Qu'est-ce qui s'est passé entre le régime du président Houphouët-Boigny et la principauté du sans-vie, le royaume du sans-vie, qui revendiquait une certaine autonomie? Qu'est-ce qui s'est passé? 6000 morts. Vous pensez qu'ils sont morts tout seuls? Intéressons-nous dans les années 70. Quelle est la méthode utilisée par le PDCI pour répondre à Krabé Nyabé dans le Guébié? Est-ce que vous savez que le régime PDCI-RDA a utilisé la méthode forte pour écraser justement le mouvement insurrectionnel et révolutionnaire de Krabé Nyabé dans le Guébié? Vous savez combien de morts il y a eu? Combien de morts il y a eu? Et lorsque le 18 février 92, Alassane Dramane Ouattara, Premier ministre, le PDC étant au pouvoir, s'attaque à l'opposition, menace de tuer Laurent Gbagbo et sa femme, et plusieurs dirigeants de l'opposition ivoirienne. C'était pas le PDC qui était au pouvoir quand on a massacré les jeunes Ivoiriens à Yopougon? C'était pas le PDC qui a été au pouvoir quand Laurent Gbagbo et plusieurs Ivoiriens sont retrouvés en exil dans les années 80? C'était pas le PDC qui était au pouvoir? Vous voulez présenter le PDCI comme un parti qui n'a jamais utilisé la violence contre personne? Mais pourquoi il y avait les prisons à Sabou? Pourquoi il y a eu la répression du Guébié? Pourquoi Laurent Gbagbo est parti en exil dans les années 80? Pourquoi il y a eu le 18 février 92? Il faudra qu'à un moment donné, toutes les familles politiques ivoiriennes assument leur contribution violente à l'histoire nationale.
Guillaume Soro n'est pas le premier rebelle ivoirien. Hein? Je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas raison de s'excuser, puisque c'est pourquoi il a fait la rébellion. Finalement, le résultat est négatif pour le pays. Et il l'a reconnu. Mais j'espère que vous savez que Guillaume Soro, le président de Génération Peuple Solidaire, c'est pas le premier Ivoirien rebelle. Hein? Mais pourquoi les Ernest Boka sont morts? Pourquoi? Pourquoi ils sont morts? Pourquoi les Krabbe Nyabé sont morts? Ils sont morts pourquoi? Mais ils s'étaient rebellés. Pourquoi plus de 4 000 à 5 000 personnes sont mortes dans le sans-vie? Même parce que ces personnes s'étaient rebellées pour tenter de sauver leur principauté, leur royauté. Et l'État a utilisé la violence contre eux. Donc je récuse, en tant qu'historien politique de la Côte d'Ivoire, je récuse l'invocation d'un PDCI qui jamais n'aurait utilisé la violence contre personne. Il n'y a que les ignorants en histoire de Côte d'Ivoire qui peuvent dire ça. Mais en même temps, le président Bédié, dans les dernières années de sa vie sur la terre ivoirienne, a mis le PDCI à la disposition de la restauration de la dignité du peuple ivoirien. Il a refusé de se soumettre et de soumettre le PDCI à Alassane Dramane Ouattara. Il a redonné au PDCI une partie de sa dimension historique des années 40, comme étant un parti, eh bien, de la souveraineté et de la dignité ivoirienne. Le président Bédié l'a fait sous nos yeux. Il a risqué sa vie. À plus de 80 ans, le président Bédié a risqué sa vie pour défendre la dignité de l'homme et de la femme ivoirienne. Alassane Ouattara a introduit des individus en leket avec des armes létales dans la chambre à coucher du président Bédié pour le menacer de mort. Le président Bédié, s'armant de son redoutable cigare, a dit qu'il était prêt à mourir de façon stoïque et que jamais il n'obéirait aux sbires de la Ouattari. C'était un homme de plus de 80 ans qui s'est tenu droit devant Ouattara Dramane. Honneur et gloire à son excellence le président Aimé-Henri Konan Bédié pour sa contribution courageuse à restaurer la dignité du peuple ivoirien, alors même qu'il appartenait à un âge où, habituellement, on ne peut plus prendre de risques. Il les a pris sous nos yeux. Il a tout risqué pour rappeler à Alassane Ouattara que les Ivoiriens ne sont pas des esclaves. Les Ivoiriens ne sont pas des kangas. Ils ne sont pas des esclaves. Et voilà ce qu'on voit maintenant à la tête du PDCI. Ah non, on condamne fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accès au pouvoir. Si c'était ça, mais De Gaulle n'aurait jamais libéré la France des nazis et de Pétain. Si c'est ce que De Gaulle appliquait, pourquoi il est venu chercher des soldats en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Tchad, au Gabon, au Bénin, au Togo, au Mali? Pourquoi il est venu chercher des Africains pour aller combattre Hitler? Si la violence ne pouvait jamais être utilisée en politique, pourquoi De Gaulle est venu chercher mes ancêtres? J'ai retrouvé les traces de mes arrière-grands-parents combattants de l'armée française dans le site du mémorial. Les Niamsi qui combattaient pendant la première guerre, pendant la deuxième, je les connais tous, pour libérer la France. Si la violence ne jouait aucun rôle dans l'histoire de la libération des peuples, mais pourquoi M. De Gaulle a-t-il eu besoin de soldats africains pour libérer la France? Vous pensez qu'ils ont libéré la France en écrivant des poèmes? Pourquoi l'Europe a-t-elle résisté à Hitler? Pourquoi n'a-t-elle pas choisi de prier et de dormir? Donc on voit très bien l'escroquerie. Alassane Ouattara est l'homme politique le plus violent de l'histoire de Côte d'Ivoire. C'est l'homme politique le plus violent de l'histoire de Côte d'Ivoire. Et au lieu de consacrer notre énergie à libérer la Côte d'Ivoire de cet individu nuisible, M. Tidiane Thiam retourne le couteau contre ceux qui subissent Ouattara. Le président Guillaume Soro est en exil. On a 2 camarades qui sont jetés brutalement en prison. Et c'est nous que Tidiane Thiam veut présenter, avec le président Guillaume Soro, Génération un peuple solidaire, comme étant des violents. Est-ce que vous voyez à quel point c'est lâche de la part de Tidiane Thiam de faire ça à ce moment précis de l'histoire? Et maintenant, il va en disant... Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.